20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Tristesse et consternation à Saint-Louis après la mort de 2 talibés. Ils seraient décédés des suites de paludisme. 3 autres enfants assez mal en point sont actuellement à l'hôpital régional de la Vieille Ville. Démantèlement d'un réseau de trafiquants de faux billets dans la banlieue. Les malfaiteurs ont été arrêtés par la police de Golfe Sud. Ils avaient par devers eux 26 000 $, soit plus de 14 millions de francs CFA. 7 personnes au total ont été arrêtées. Hausse sur le prix du riz parfumé. Le ministre du Commerce s'explique. Une augmentation qu'Al-Unsar impute à l'épuisement des stocks du principal fournisseur, la Thaïlande. Il annonce par ailleurs pour bientôt un retour à la normale. Partage et vérification du fichier électoral. Le PDS boude la séance et parle de farce orchestrée par le ministre de l'Intérieur. Vous entendrez Omar Sarr, coordonnateur du PDS, dans cette édition. Et puis, titre de meilleur sportif de l'année, Sadio Mané, Amadou Diandiaye, Sen et l'équipe nationale de basketball féminin sacrée par l'ANPS. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec Saint-Louis. Une bien triste fin pour 2 talibés qui ont perdu la vie. Habitants de la cité Niar, ils auraient été victimes de paludisme. À l'heure actuelle, 3 autres enfants sont actuellement à l'hôpital régional de Saint-Louis. Les détails, c'est avec nos correspondants dans la Vieille Ville, Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est ici dans le quartier de Cité-Niar, situé dans le Sor, où 2 talibés issus du Dara de Thierno Diallo ont perdu la vie en 24 heures. Des enfants âgés de 13 et 7 ans, selon Abdoulaye Diallo, qui assure l'intérim du marabout. Aux 13 ans. Ils avaient 13 et 7 ans. Le premier est décédé hier et l'autre a perdu la vie aujourd'hui. J'ai moi-même acheté les ordonnances prescrites par les médecins pour les 2 qui ont perdu la vie. Ils avaient tous de fortes fièvres. Les 2 enfants étaient tous évacués à l'hôpital régional pour les premiers soins. Mais ils sont tous décédés. 3 autres sont sous traitement. Plus de 30 enfants vivent dans ce Dara à Cité-Niar. Selon nos sources, les enfants sont morts suite à une forte fièvre. 3 de leurs camarades ont été évacués à l'hôpital pour des soins. Le marabout est un homme très bien, mais les gens spéculent et c'est vraiment triste. Le marabout ne les frappe même pas. Il faut que les gens viennent ici pour avoir la bonne information, parce que les enfants étaient bien traités par Thierno Diallo. La situation de la modernisation des Dara est un réel problème au Sénégal. Les enfants talibés sont souvent confrontés à d'énormes difficultés. Pour Abdoulaye Diallo, les enfants sont laissés à eux-mêmes, sans assistance aucune de la part du gouvernement. Les Dara souffrent et les talibés payent les pots cassés. L'État oublie parfois ses engagements. Il faut une assistance pour les Dara pour assurer une bonne éducation des talibés. Les familles attendent toujours le corps des enfants talibés qui ont perdu la vie suite à des cas de paludisme. Les 3 autres évacués à l'hôpital régional de Saint-Louis sont toujours sous traitement. Les causes réelles de ce double décès seront certainement connues dans les prochaines heures. Démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants de faux billets de banque. Au total, 7 personnes ont été arrêtées. Elles avaient par devers elles 26 000 $, soit au total 14 millions de francs CFA. Notre reporter Salif Sow s'est entretenu justement avec la police de Golfe Sud qui a appréhendé ces malfaiteurs. Reportage. Les 7 mises en cause, dont une femme, seront présentées au procureur de la République dans les toutes prochaines heures. La police a démantelé le réseau de trafiquants de faux billets de banque lundi dernier. C'était à la suite d'une dénonciation anonyme. Suite à un appel téléphonique d'une personne voulant garder l'anonymat, employée dans une boutique établie aux Parcelles Assainies, unité 3, faisant état d'une réception de 700 $ susceptible d'être falsifiés, remis par le CIE MD. Avons instruit nos éléments de la brigade de recherche de se rendre sur les lieux aux fins d'interpellation. Interpellé sur la provenance de la somme de 700 $, ce dernier a déclaré avoir été mandaté par le CIE TG résidant dans le même quartier que lui. L'enquête approfondie a permis l'interpellation tour à tour de 6 autres personnes.
La somme totale concernée est estimée à près de 14 millions de francs CFA. Après investigation, le montant total saisi est estimé à 26 000 $, soit l'équivalent de 13 400 000 francs CFA. Le parquet a été informé et ils ont été tous placés en position de garde à vue. La police n'a pas manqué de demander à la population de dénoncer tout acte suspect. Et parlons consommation à présent avec cette hausse sur le prix du riz parfumé. Bientôt, le retour à la normale selon le ministre du Commerce. Alioune Sarr affirme que cette hausse est due à l'épuisement du stock thaïlandais qui est par ailleurs le principal fournisseur du Sénégal. Alioune Sarr qui s'engage à faire respecter les prix fixés. Nous l'écoutons dans ce reportage, au micro plutôt d'Aïssatou Gueye-Ba. Il faut savoir qu'il s'agit du riz parfumé, qui est consommé par moins de 10% des Sénégalaises et des Sénégalais. Et il faut savoir également que le riz parfumé n'est pas homologué. Ce qui est homologué, c'est le riz brisé ordinaire, dont les prix sont restés stables. Aujourd'hui, le prix du sac, c'est entre 12 500 et 13 000 francs pour le riz ordinaire. Le riz local sénégalais vendu au Sénégal, le sac est autour de 14 000 à 15 000 francs. Donc, il faut qu'on s'entende très bien que le riz qui est consommé par plus de 90% des Sénégalais n'a connu aucune hausse. C'est le riz ordinaire que l'État du Sénégal, que le gouvernement a homologué depuis 2013. Cela dit, effectivement, comme vous l'avez dit, le riz parfumé a connu une hausse. C'est dû justement au rétrécissement de l'offre thaïlandaise qui a connu un certain nombre de difficultés et qui fait qu'aujourd'hui le prix a augmenté. Mais dans quelques jours, le gouvernement du Sénégal, avec la direction de commerce intérieur, a mobilisé les services et on aura un bateau de 30 000 tonnes de riz parfumé qui sera à Dakar dans les prochaines semaines et naturellement le riz sera stabilisé. Et puis nous restons avec Alioune Sarr qui s'exprimait depuis le CICES. Le CICES où se tiendra d'ailleurs bientôt la foire internationale de Dakar, la 27e édition pour être plus précise. L'événement est prévu du 29 novembre au 16 décembre et pour sa réussite, eh bien, l'autorité invite les coordonnateurs à renforcer la sécurité. Reportage. La sécurité sera au cœur de la 27e édition de la foire internationale. Cette foire se passera dans de très bonnes conditions, donc je suis relativement satisfait, en restant vigilant bien entendu. Ça va démarrer le 29. J'ai donné instruction au DG que toutes les dispositions soient prises pour que d'abord la sécurité des Sénégalaises et des Sénégalais soit assurée, mais également que les exposants puissent le faire dans de très bonnes conditions, également dans des conditions de confort et de sécurité. Une édition, mais aussi des innovations, annonce le directeur général du CICES. Cette année, aménager un espace biodiversité en collaboration avec le ministère de l'Environnement, c'est une innovation de taille parce que ce sera non seulement une attraction, mais ce sera aussi un élément didactique pour les visiteurs et pour les écoliers. La deuxième innovation, c'est que en collaboration avec Bûcherie TV, nous allons filmer la foire internationale de Dakar. Nous allons placer des écrans géants un peu partout dans les 4 points cardinaux et tout un chacun peut suivre la foire en direct. Toutefois, le ministre du Commerce invite les Sénégalais à assister à cette foire pour permettre aux entreprises de pouvoir exposer leurs talents. Parlons de tout à fait autre chose à présent, d'agriculture. L'initiative prospective agricole et rurale veut une meilleure promotion de l'exploitation familiale. L'IPAR entend ainsi à organiser la tenue d'un colloque dont l'objectif est d'arriver justement à revaloriser l'agriculture familiale tout en augmentant l'employabilité chez les jeunes. Je vous propose d'écouter les autorités de l'IPAR dans ce reportage. Il est signé Thilo Sam. Face au chômage des jeunes, l'IPAR se positionne en alternative. L'Afrique subsaharienne est l'un des continents encore en transition démographique dans le monde où il y a encore beaucoup de jeunes qui arrivent et qui cherchent de l'emploi. Et on est convaincu que l'agriculture familiale est une des solutions pour trouver l'employabilité de ces jeunes, pour créer des emplois pour ces jeunes. L'IPAR est un institut qui s'active dans l'agriculture et l'agriculture qui rencontre des problèmes, notamment le changement climatique. On sait que l'agriculture familiale contribue plus que toute autre forme d'agriculture à la gestion durable des ressources naturelles. Et on sait qu'avec les changements climatiques qui se pointent à l'horizon, on a besoin de sécuriser cette forme d'agriculture pour d'abord l'humanité. Parce qu'on sait que si on n'a plus de terre conservée,
demain, ça peut avoir des répercussions négatives sur les populations. Vous avez vu ce qui se passe à Guet-Ndar, vous avez vu ce qui se passe ailleurs. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a des risques effectivement d'inondation, il y a des risques avec la montée des eaux. Et tout ça, c'est des effets des changements climatiques et nous avons pensé important. Tous ces problèmes seront au menu lors d'un colloque qui sera tenu du 27 au 29 prochain. Le colloque a deux objectifs majeurs. Un, c'est de nous donner l'opportunité de porter un regard lucide sur la place et le rôle des exploitations familiales dans un contexte actuel marqué par des bouleversements majeurs, comme l'environnement, donc des bouleversements environnementaux, économiques et sociaux. Et le deuxième objectif majeur, c'est de nous donner l'occasion de rendre un hommage mérité à un chercheur émérite, un collègue et mentor, Feu Jacques Faye. Trouver des solutions pour défendre l'agriculture familiale, c'est à quoi l'IPAR s'attend aux sorties de ce colloque. Actualité politique à présent, le groupe parlementaire Liberté et Démocratie veut plus de transparence dans la gestion du budget de l'Assemblée nationale. En conférence de presse, les députés de l'opposition ont fustigé la gestion du président Moustapha Niasse. En outre, ils comptent saisir le président Macky Sall. Ils réclament également un rapport détaillé du précédent budget, c'est-à-dire celui de 2018, Habib Faye et Mohamed Dia. La transparence du budget de l'Assemblée nationale, c'est ce que réclame le groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Non seulement il n'y aura pas de transparence dans la manière avec laquelle l'exercice démocratique est fait. Il est grand temps quand même que les gens commencent à sentir cette transparence tant prônée par le régime actuel. Et surtout du côté de l'Assemblée, tout le monde constate qu'il y a un manque total de transparence et de démocratie. Les députés fustigent la gestion qu'ils jugent nébuleuse de Moustapha Niasse. Aujourd'hui, les députés sont en train d'étudier les budgets des ministères, sont en train d'étudier les budgets des institutions, alors que l'Assemblée, qui est notre maison, on n'en sait absolument rien. Serigne Cheikh Mbacké Dolly et compagnie comptent saisir le président de la République sur les violations de l'article 18 et 31 du règlement intérieur de l'hémicycle. C'est-à-dire que les finances de l'Assemblée nationale doivent répondre selon les configurations des articles 18 et 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si nous ne l'avons pas, l'Assemblée nationale se décrédibilise en matière d'asseoir une culture de la transparence et de la reddition des comptes à tous les niveaux de la République. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Pendant le marathon budgétaire de l'année 2019, ils ne vont pas accepter le vote sans débat. Pour la plénière, ils ont décidé de faire un débat organisé, c'est-à-dire de restreindre le temps de parole, de faire en sorte que les ministres puissent passer le moins de temps à l'Assemblée nationale, et ça ci se fait à la défaveur des citoyens. Très remontés contre la gestion des députés de la majorité, ceux de la Liberté et Démocratie ont tenu une conférence de presse. Objectif: alerter les populations sur la gestion du budget de l'Assemblée nationale, mais aussi demander un rapport détaillé des dépenses pour l'année 2018. Et puis l'actualité politique, c'est aussi et surtout cette séance de partage du fichier électoral organisée donc ce matin. Invité à y participer à l'instar de toutes les autres formations politiques, eh bien le PDS a boudé la rencontre. Raison invoquée, le fichier présenté serait le même que celui mis en ligne et pour lequel Omar Sarr avait déjà émis des réserves quant à sa fiabilité. Nous écoutons Omar Sarr au micro de Koumba Amadlo. Nous n'avons pas ce que nous attendions. On nous a présenté une maquette à part laquelle nous pouvions disons, avoir certains résultats visuels. Bon, mais c'est tout. Bon, c'est pas vraiment ça que nous attendions. Nous voulions vraiment pouvoir contrôler ce fichier électoral, savoir s'il y a des incohérences et savoir s'il y a des erreurs, parce que quand même la loi nous le permet. Mais là, c'est comme... On a mis le fichier électoral à votre disposition? Non. On a fait comme si on pouvait vérifier... là, dedans, on peut vérifier, par exemple, si vous êtes inscrit, c'est vraiment pour les vérifications usuelles. Usuelles, et c'est pas pour ça que nous étions venus. Ça y est, c'est fait. Benno Bokk Yakaar a investi son candidat. Il s'agit naturellement du président Macky Sall. Une occasion saisie par ces cadres de Benno Bokk Yakaar pour décocher quelques flèches à l'endroit de l'opposition. Lisa Préra, reportage.
Et certainement de petits soucis avec cet élément. Nous parlons de l'actualité toujours politique, cette fois-ci à Paris, avec Pierre Goudiaby et Aïssata Tall Sall qui n'écartent pas une coalition entre leurs deux formations politiques. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse à Paris. Le maire de Podor a dégagé en touche les rumeurs selon lesquelles elle serait sur la même ligne de mire, qu'elle serait dans la ligne de mire du président Macky Sall. Ibrahima Kamara, notre correspondant à Paris. Pierre Goudiaby et Aïssata Tall Sall ont remis au goût du jour la probabilité de se retrouver en coalition. Maître Aïssata Tall Sall, sur le plan international, est certainement un des meilleurs cerveaux en la matière. Et donc, oui, vous pouvez dire qu'il y a la naissance d'un front. Ces projets sont acceptés dans le monde entier. J'essaie de plaider dans le monde entier. Voilà les similitudes que nous avons et forcément, un jour, nous serons ensemble. L'avocate dégage en touche les rumeurs selon lesquelles elle aurait des affinités politiques avec l'APR. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je suis une candidate sérieuse. Et la seule chose qui me vexera, c'est que les Sénégalais ne me prennent pas au sérieux. L'architecte, quant à lui, prône le retour des émigrés. Vous savez qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait. Israël s'est développé comme ça. L'Inde, n'en parlons pas. Donc oui, les immigrés ont un rôle. Encore faut-il les organiser. C'est possible. Au lieu d'être là, à jeter l'argent par la fenêtre, à faire des trains de 35 km qui ne peuvent même pas vous amener à l'aéroport et qui ne peuvent pas aller vite parce qu'ils s'arrêtent 15 fois, nous allons mettre l'argent là où il faut le mettre. Un point de presse conjoint entre les deux leaders durant laquelle le pétrole, l'aéroport de Diass et le projet du TER ont été critiqués. Actualité judiciaire à présent avec cette proposition du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui a demandé tantôt l'annulation de la décision de la CREI sur l'affaire Karim Wade. Eh bien, une requête impossible à satisfaire de l'avis de Maître Babou. Selon l'avocat, après délibéré par une juridiction d'exception, eh bien, la révision d'un procès n'est pas recevable. Nous l'écoutons, il était l'invité de Fatimata Touré. La révision est une voie de recours extraordinaire quand quelqu'un est condamné définitivement. Donc la peine doit s'appliquer. Mais il arrive qu'après avoir condamné la personne, deux conditions peuvent provoquer la révision. Un, au moment où on l'a condamné, il y avait un fait inconnu. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier élément. Mais il y avait aussi, pendant ce procès, quelque chose qu'on n'avait pas découvert. Donc si on parvient à réunir ces faits inconnus, ou bien éléments qu'on n'avait pas vus et qui est survenu après, tous ces deux éléments étant de nature à disculper la personne, il a droit à une révision. Si donc Karim Wade ou ses conseils suivent l'avis du comité des droits de l'homme pour introduire une action en révision au motif que ce procès est inéquitable, ça n'ira pas. L'action ne sera même pas recevable. Plus de 126 milliards de francs CFA générés par l'industrie extractive en 2017, des chiffres de l'initiative pour la transparence des industries extractives publié dans son rapport, un rapport qui confirme des résultats en hausse par rapport à l'année 2016, compte rendu de ce rapport avec Dissa Prera. Pour 2017, le rapport de l'ITIE fait état d'une hausse des productions dans l'industrie extractive. 126,7 milliards de francs CFA enregistrés dans les caisses de l'État. Du montant des paiements, nous avons annoncé 126,7 milliards. Il faut savoir que cela se répartit dans différentes destinations. Il y a des revenus qui sont repris dans le budget de l'État, qui tournent autour de 108,7 milliards. Il y a des revenus qui sont perçus par l'UEMOA et la CEDEAO, évalués à 5,5 milliards. Il y a des revenus encaissés par Petrosen, 3,3 milliards. Des revenus qui sont encaissés également dans des fonds propres des organismes collecteurs, 7,1 milliards. Il y a les dépenses sociales des entreprises, 2,1 milliards, ce qui fait le total de 126,7 milliards. Ce qui est une progression par rapport justement aux revenus générés en 2016 qui tournaient autour de 116,8 milliards. Donc il y a une progression de quelques 10 milliards, 8,5%, c'est extrêmement
important. Alors, la hausse des revenus du secteur extractif également s'explique en grande partie par l'introduction, le ministre l'a dit tout à l'heure, de la taxe spéciale sur le ciment, qui a permis d'engranger quelques 10 milliards. C'est extrêmement important et cette taxe figure dans la loi initiale des finances de 2017. Ce rapport 2017 est le 5e publié par l'ITIE, ce qui place le Sénégal au premier rang des pays qui respectent les normes en Afrique et le 4e pays au plan mondial. Pour les efforts accomplis dans la mise en œuvre de l'ITIE au Sénégal. Effort consacré au mois de mai 2018 par la décision du Conseil d'administration de l'ITIE international d'attribuer au Sénégal la note progrès satisfaisant, qui constitue la note maximale, cela a été dit tout à l'heure, qu'un pays ITIE puisse avoir dans le cadre de l'évaluation de ses progrès accomplis en matière de gouvernance des ressources naturelles. La publication des rapports ITIE permet en même temps de faire le point sur l'état de la gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières. Depuis l'année fiscale 2013, qui était l'année de référence, un accroissement des contributions financières des entreprises extractives au budget de l'État, au PIB aussi. Cette tendance haussière reflète la mise en œuvre des projets inscrits par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, dans le plan Sénégal émergent. En effet, une deuxième mine d'or a été mise en production à Kédougou. La filière phosphate fertilisant est en pleine croissance et la production de minéraux lourds est en hausse. Il est dès lors important de mettre en application toutes les dispositions du Code minier relatives à une meilleure mobilisation des recettes. Une hausse qui s'explique en grande partie par l'introduction de la taxe spéciale sur le ciment. En outre, les productions d'or et de minéraux lourds ont toutes presque doublé en 2017. En prélude au Gamou de Ndiassane, prévu ce lundi 26 novembre, un symposium s'est tenu dans le cadre de la préparation de l'événement. Thème retenu, le soufisme comme solution à un espace politico-social souvent en ébullition. Pour les détails, nous écoutons le chargé de communication du Gamou. Il s'agit d'El Haj Mohamed Kounta au micro de Fatima Touré. L'objectif général visé pour l'organisation de ce symposium consiste d'abord à inviter tous les acteurs sociaux, politiques et religieux pour un apaisement de l'espace politico-social au Sénégal. Parce que bientôt nous allons vers des échéances électorales et qu'on a remarqué beaucoup de bouillonnement dans l'espace politique, beaucoup de bouillonnement dans l'espace social. Donc il faut que les religieux que nous sommes aujourd'hui en train d'organiser ce symposium-là appellent à la classe politique, à la classe sociale, plus de retenue, plus d'équilibre dans leurs propos. Le pouvoir spirituel constitue en principe un régulateur social dans ce pays. Sport avec Sadio Mané comme ballon d'or sénégalais, Amadou Diandiaye meilleur footballeur local, Eumesen meilleur lutteur de l'année, l'équipe nationale de basket féminin meilleur sportif donc de l'année 2018. Tels sont les titres qui ont été décernés à ces sportifs par l'ANPS. L'Association nationale de la presse sportive a organisé le gala de distinction édition 2018-2019. Les détails, c'est avec Mamadou Fall. Pas de surprise pour les trophées 2018 de l'Association nationale de la presse sportive ANPS. L'attaquant international Sadio Mané est désigné ballon d'or sénégalais. C'est pour la 5e fois d'affilée pour le sociétaire de Liverpool, auteur d'une excellente année 2018. Mondialiste avec un but marqué, Sadio Mané a également brillé avec les Reds. Avec 10 buts inscrits, il a activement participé à l'accession de Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Mané n'était pas en reste aussi en championnat d'Angleterre. Ses 10 buts ont contribué à la 2e place des Reds et il est déjà à 7 réalisations en ce début de saison 2018-2019.
Pour le titre de meilleur footballeur local, c'est l'ancien attaquant des générations foot et nouveau pensionnaire du Football Club de Metz, Amadou Diandiaye, qui a été désigné. Avec l'équipe de Denis Biramdao, il avait fini meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations et remporté la Coupe du Sénégal. En lutte avec frappe, c'est Eumeu Sène de l'écurie Taïchinga qui a raflé la mise. Le lutteur piconois qui a détrôné Bombardier est le nouveau roi des arènes. L'équipe nationale féminine de basketball a quant à elle remporté le titre de meilleur sportif sénégalais. Une récompense pour la bande à Assou Traoré qui a donné au Sénégal sa première victoire en Coupe du Monde dames en Espagne. Un succès qui leur avait permis d'accéder au 8e de finale. Et puis ce 22 novembre 2018, la rédaction se souvient de ce membre éminent du Super Étoile de Dakar, virtuose à la fois de la basse, de la guitare et du clavier. Habib Faye aurait eu 53 ans aujourd'hui. Union de prière pour lui et pour clore cette édition en beauté. Geneva, extrait de son album H20. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. Mam Yàlla may ñu ndox sunu dundee fay la ndox ñun dañuy baawu naan Mam Yàlla may ñu ndox sunu dundee fay la ndox ñun dañuy baawu naan sarax ñu sarax ñu sarax ñu yërëm sarax ñu dàq sépp a ngi booy teen yëpp a ngi dee jur gi yëpp a ngi yooy jur gi sax a ngi booy teen yëpp a ngi dee toroxlu nañu maam sarax ñu yërëm ñu naatal xarnu bi Mam Yàlla